Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. Où en est le conflit israélo-palestinien? On parle un tout petit peu moins de ce conflit, un tout petit peu moins parce qu'il est régulièrement à la une. Aujourd'hui, les questions se posent encore. La création d'un seul État palestinien est-il possible? Y a-t-il une entente qui peut se mettre en place avec Israël? Est-ce qu'avec toutes les révolutions qui secouent les pays arabes, les voisins, le conflit israélo-palestinien peut trouver toujours sa place? Nous allons poser toutes ces questions à Monsieur Afif Safié. Vous êtes directeur adjoint chargé des relations internationales pour le Fatah. La première question que j'ai envie de vous demander est, vous en êtes où justement de ce conflit dont on parle régulièrement mais dont on ne suit pas toujours les dernières avancées? Je crois qu'on est dans une impasse totale. La situation ne fait que se détériorer. On est aujourd'hui 21 ans après le début du processus de paix à Madrid et je crois que ces années de paix théorique, on n'a pas témoigné le retrait de l'occupation israélienne, mais l'expansion de l'occupation israélienne à travers l'agrandissement élastique des colonies illégales. Donc la situation est lamentable, la situation est dépressive. Mais à mon avis, il y a toujours ce qu'on appelle la fenêtre d'opportunité, si on l'a saisi. Il y a le plan de paix arabe qui est encore le plan qui rejoint le consensus de l'ensemble des acteurs arabes dans le système régional, qui a l'appui de la communauté internationale. Et je crois que nous, Palestiniens, les victimes de l'histoire, les Juifs des Israéliens, c'est nous qui avons dépassé les premiers cette attitude de négation mutuelle pour aller vers la reconnaissance réciproque. Aujourd'hui, on est entièrement disponible à la solution des deux États qui est désirable et possible, à mon avis. Et je pense qu'on a été raisonnable d'une manière déraisonnable. On a abandonné le rêve de la justice absolue pour nous contenter et nous satisfaire de la justice possible. Mais je crois que l'obstructionnisme israélien, la négativité israélienne, qui d'ailleurs est condamnée par la communauté internationale, est responsable de ce blocage total. Et je ne vous cache pas que, à mon avis, les 4 dernières décennies de diplomatie internationale, ce qu'on a témoigné, c'est non pas le monde s'aligner sur les préférences palestiniennes, mais ce qu'on a vu durant les 4 décennies, c'est les Palestiniens graduellement s'aligner sur le consensus international. Donc ça donne une responsabilité à la communauté internationale additionnelle pour qu'ils prennent part et prennent l'initiative. Je crois que la paix et la guerre dans une région, et surtout dans ce Moyen-Orient inflammable, est une question trop importante pour être laissée seulement aux Israéliens. Les Israéliens sont un acteur capricieux dans la région. Ils pensent que c'est à eux de décider le seuil du permissible et du possible, et la vitesse ou l'absence de vitesse du progrès vers la paix désirée. À mon avis, la communauté internationale doit avoir son mot à dire. Aujourd'hui, je me rappelle avec une affection politique du général de Gaulle, qui après 67 avait flotté une idée à lui, qui était la concertation à 4, à savoir la concertation entre les acteurs majeurs du système à l'époque. Et son idée était que au nom de la communauté internationale, ces 4 diraient aux belligérants locaux ce que le monde s'attend d'eux. À mon avis, il faut réactiver la quartet. Il faut élargir la quartet parce qu'elle a échoué pour l'instant. C'est One Tet Operation. Les Américains ont confisqué et ont monopolisé la décision au sein de la quartet. À mon avis, il faut peut-être contempler l'élargissement de la quartet pour inclure et la Chine et l'Inde, et l'Afrique du Sud et le Brésil, la Turquie au nom des pays musulmans et la Norvège, comme étant ce petit pays fantastique qui, en 1993, avait pris l'initiative d'organiser les rencontres de Oslo et qui se sont responsables aujourd'hui. Vous parlez de l'importance de la communauté internationale. Quand on parle avec la plupart des dirigeants, tout le monde va se mettre d'accord sur le fait qu'il faut qu'il y ait un État palestinien parce qu'à un moment donné, il faut bien trouver une solution. On a vu, alors vous allez me dire, on est en année électorale, donc c'est toujours très important ça pour le président, par exemple, américain. On l'a vu parler à un moment donné de cette opportunité d'un État palestinien et puis aujourd'hui d'avoir moins insisté sur son propos. Est-ce que vous pensez que le deuxième mandat du président américain, si c'est Obama, donc qui est réélu, ça pourra aider? Est-ce que vous pensez que dans ce cas-là, il pourra influencer la communauté internationale? Vous savez, j'étais en poste à Washington lorsque Obama a
lancé sa candidature. Il n'était pas encore un candidat crédible à l'époque. Mais mon épouse et moi, à l'époque, on disait c'est un candidat qui est en train de réveiller l'idéalisme américain. C'est un candidat qui peut réconcilier l'Amérique avec elle-même, l'Amérique avec le monde. Et je crois qu'on ne s'est pas trompé. Mais aujourd'hui, on est très déçus du président Obama parce que le pauvre, il a perdu 4 confrontations de volonté avec M. Netanyahou. D'ailleurs, qui ne s'en cache pas, il dit à son entourage politique, chaque fois qu'il voyage à Washington, je suis plus fort que cet homme, Obama, à Washington même. Mais je crois que Obama a prouvé que malheureusement, l'unique superpuissance qui reste aujourd'hui encore, les États-Unis, en Moyen-Orient face à Israël, ils ont le poids politique du Luxembourg et de Liechtenstein. Mais je crois qu'un Obama réélu nous donnera une nouvelle donne, à mon avis. Et je crois qu'Obama a fait 3 erreurs. J'ai 3 griefs concernant Obama, si vous me permettez. Le premier, Obama n'était pas totalement conscient du changement au sein du centre de gravité, au sein de la communauté juive américaine. Il y a une grande exaspération des Juifs américains par rapport au mauvais comportement d'Israël. Eux, les Juifs américains qui étaient toujours au premier plan des combats pour les droits civils et les droits de l'homme, ils ont été réduits depuis 45 ans à cause de l'occupation israélienne de la Palestine à défendre l'indéfendable. Aujourd'hui, il y a ce sentiment d'inconfort et d'embarras. Et Obama n'a pas su tirer avantage suffisamment de ça. Deuxièmement, Obama est un multilatéraliste, contrairement à George Bush qui était un unilatéraliste. Il n'a pas tiré avantage assez de ses partenaires internationaux pour pressionner ce lobby, cette inquisition pro-israélienne à Washington. Et troisièmement ? Et le troisième facteur, c'est le président Lula du Brésil, et pour lequel j'ai beaucoup d'affection politique, qui a dit que malheureusement, Obama n'a pas montré autant d'audace politique que l'électeur américain qu'il a choisi pour la Maison-Blanche. J'espère qu'un Obama réélu aura plus d'audace politique. Et personnellement, mon conseil au sein du débat palestino-palestinien, c'est que le point à l'ordre du jour à l'ONU ne soit pas au début de la prochaine session de l'Assemblée générale, c'est-à-dire à la mi-septembre, mais il faut le renvoyer au 29 novembre, qui est la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien à l'ONU. Et le 29 novembre, comme vous le savez, sera 3 semaines après l'échéance électorale présidentielle américaine, ce qui, espérons-le, aurait libéré l'occupant de la Maison-Blanche des contraintes du lobby et de l'inquisition pro-israélienne à Washington. Pour qu'il y ait un État palestinien, il faut aussi qu'il y ait une entente entre le Fatah et le Hamas, on le dit très régulièrement. Donc est-ce que vous allez, vous, avoir cette audace politique à mettre sur la table et à offrir du coup aux personnes? Pour la première fois depuis des mois, mes amis qui sont très engagés dans le dialogue pour la réconciliation avec Hamas sont très optimistes. Et il y a quelques jours, le président de la commission indépendante pour les élections a été autorisé d'aller à Gaza. Il a eu des rencontres avec les responsables de facto à Gaza et il a pu avoir le feu vert pour commencer l'enregistrement des nouveaux électeurs de Gaza. Parce que comme vous le savez, notre dernière élection, et toujours nos élections ont été pluralistes, compétitives et monitorisées par la communauté internationale. Et on a toujours été d'une transparence glasnostique à propos des élections. Et les dernières élections ont eu lieu début 2006, on est 2012. Donc il y a probablement 200 000 électeurs additionnels à Gaza qu'il faut enregistrer. Et on s'est mis d'accord avec Hamas maintenant que dès que cette commission d'élection est autorisée à commencer à faire des enregistrements d'électeurs nouveaux, les pourparlers pour la composition du gouvernement prochain qui sera fait de technocrates et d'indépendants commencera. Apparemment, ce processus prend 5 à 6 semaines. Donc, je suis très optimiste que dans 6 semaines, on va avoir un nouveau gouvernement d'indépendants qui jouit de l'apport et de l'appui politique, le support politique de toutes les factions. Ceci nous amènera 6 mois, disons 9 mois plus tard, aux élections présidentielles, parlementaires, municipales et pour notre Conseil national palestinien qui est le parlement du peuple palestinien à l'étranger, à l'extérieur et en Palestine.
Alors, il y a cette réflexion que vous êtes en train de mener en ce moment entre Palestiniens, mais vous ne pouvez faire l'économie de ce qui se passe autour de vous en tant que pays. Il y a évidemment les élections en Égypte qui donnent la possibilité aux frères musulmans de prendre le pouvoir à la présidence, et on sait que les frères musulmans ainsi que les salafistes ont eu déjà les 2/3 de l'Assemblée législative en Égypte. Qu'est-ce que ça change dans la donne des Palestiniens? Parce que, par exemple, la bande de Gaza a une frontière commune. Moi, je pense que certains nous demandent est-ce qu'il y aura un printemps palestinien, et ma réponse a toujours été nous ne serons pas les imitateurs, nous avons été les initiateurs des printemps arabes. Et nous sommes ravis que le facteur nouveau est essentiellement l'émergence de l'opinion publique arabe comme acteur important et principal dans les systèmes politiques, parce que c'était le facteur qui a été négligé, occulté pour des décennies. Et je suis ravi du processus tel qu'il s'est déroulé en Tunisie et en Égypte. En Égypte, on doit encore attendre la fin des élections présidentielles, et en tant que démocrate qui croit au pluralisme politique, on fait confiance au verdict populaire et on ne s'ingère pas dans les débats intérieurs. Quel que soit le résultat, ce sera l'émanence et l'émergence, l'émanation de la volonté du public et des électeurs et des électrices. Je crois que l'important, c'est l'émergence de l'opinion publique. Et je crois qu'en résultat, il y aura plus de dignité nationale respectée par les nouveaux dirigeants, quelle que soit leur coloration politique. Et à mon avis, dignité nationale, il ne faut pas être seulement gaulliste pour y croire. Et je suis un gaulliste du tiers-monde à propos. Et dignité nationale est un phénomène et un facteur important dans les relations internationales. Il y aura plus de dignité dans nos rapports bilatéraux avec les États-Unis, avec Israël et avec d'autres. Et on a vu les premières manifestations de ceci. Donc, démocratie, pluralisme, quel que soit le résultat, c'est un facteur bénéfique. Afif Safié, merci beaucoup de cet entretien que vous avez accordé à France 24. D'autres informations tout de suite à suivre sur notre antenne.